Et je vous permettrai 10 minutes avant la fin de la rencontre de poser vous aussi des questions ou faire des remarques aux trois auteurs qui sont ici. Hasard de la programmation ou volonté de la programmatrice. Il se trouve que c'est trois Lorrains d'origine qui sont là, mais c'est pas ce qui va nous intéresser, même si on va se poser tout de même la question des lieux dans lesquels vous avez situé vos histoires et vos romans, qui ne sont pas d'ailleurs tous en Lorraine, mais tout de même il y a un des romans qui est dans les lumières de notre région. L'autre aussi, même si c'est pas nommé, on le verra, mais je pense que c'est aussi dans la campagne du Grand Est, à mon avis. Et puis l'autre va nous emporter, nous amener plus loin sur le bord du Danube, de l'Autriche jusqu'à la Serbie. Il va d'ailleurs nous raconter une partie de la construction de l'Europe centrale. On verra ça aussi. Comment s'appelle la rencontre? Je crois que c'est trouver sa place. Je crois que c'est ça, c'est faire sa place. Je pense qu'on s'éloignera un petit peu, mais tout de même la question de la place au sein de la famille, la place au sein de la société sera aussi assez centrale, aussi place ou déplacement, immigration aussi. On verra ça. Laurent Petit-Mangin, votre livre « Ce qu'il faut de nuit » raconte comment un père va assister petit à petit au décrochage scolaire et à l'adhésion, si on peut dire ce mot-là, à l'extrême droite de l'un de ses fils, de son grand-fils. Alors petit à petit, parce qu'il va le découvrir par bribes, par un foulard, une croix celtique sur le foulard, par Léon dit, un ami qui aurait vu le grand-fils coller des affiches le 1er mai du Front National. C'est des petits moments comme ça, on n'en est pas sûr, on ne se parle pas vraiment, on ne se le dit pas frontalement, jusqu'à un moment donné, une vraie rupture dans le dialogue entre les deux. Le départ de cette histoire, c'est la disparition, le décès de la mère. Et finalement, la question se pose de comment on retrouve sa place au sein de la famille quand peut-être le pilier central ou celle qui... On imagine, si c'est pas le sujet du livre, mais on imagine bien qu'elle gérait peut-être un peu tout ça ou permettait la communication quand la mère, la femme de la maison n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait quand il reste 3 hommes, le père et les 2 fils? Et effectivement, quand il y a un des 2 fils qui semble chuter, vraiment. C'est votre livre ancré, je le disais, dans notre région, et sa lumière, qui est très inspirante aussi pour vous. Une région qui a aussi sa propre histoire. On est aussi quelque part dans cette histoire-là. Mais plus que tout, votre livre vraiment questionne sur le dialogue, comment on se parle, les mots qu'on ne trouve pas, la rage qu'on a, la colère qu'on a, mais on ne trouve pas les mots. Parfois, on trouve les gestes. On peut se battre physiquement, mais on n'a pas les bons mots pour se dire les choses. On reviendra, je vais faire le tour et présenter les 3 livres, et on reviendra sur ça. Un enfant, Nicolas, Arnaud Dudek, dans votre livre, on fait parfois des vagues. Il vit dans une vie normale, un petit village, vu sur la forêt domaniale, loin des bruits de la ville, des nuisances, on va dire, de la ville, plutôt protégé, préservé, une famille normale, le père travaille, plutôt un bon emploi. Lui rêve d'être Agatha Christie au masculin, il a envie d'être écrivain. Et puis tout va basculer un jour, le jour de ses 10 ans et des poussières, quand ses parents vont lui dire que son père n'est pas son père géniteur. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Vous dites dès le départ, c'est là où le point commun aussi, l'un des points communs, il va y avoir le silence. On va être en colère, le père va s'effacer doucement, ou peut-être la figure du père, ou le père qu'on rêvait, qu'on avait jusqu'à maintenant, va s'effacer, ce n'est plus le même père. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on dialogue? Là aussi, il y a des histoires de silence dans ce livre-là, et comment on se construit soi-même. Il y a aussi une histoire de classe sociale, je trouve aussi, famille, classe moyenne, mais qui est dans ce village loin de tout. Quand le fils va s'en aller un peu plus tard, il y aura un regard un peu spécial aussi sur cette famille
normale, comme je disais. Thierry Bestingel, alors c'est moins une histoire à un moment donné contemporaine, votre histoire va courir sur 2 siècles. Ça démarre en 1791, la mort de Mozart à Vienne, à quelques kilomètres de ça. Franz, c'est un jeune garçon dont le père vient de mourir aussi, famille très pauvre. L'oncle, le frère du père a envie de voler toute la maison et même la femme. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et à cette époque-là, en 1791, ce coin du monde, l'Autriche, puis le bord du Danube, est en train de se reconstruire complètement. Des villages sont désertés à cause de la guerre. Et l'Église va proposer à des familles extrêmement pauvres d'immigrer, de partir reconstruire certains villages. Et à cette famille, à Franz et sa mère, on va proposer aussi de migrer, de ne pas faire le chemin vers l'Est, mais le chemin vers l'Ouest. Non, le chemin vers l'Est, pardon, pour reconstruire ces villages. Et ce que vous racontez, finalement, c'est une histoire d'immigration, de trouver sa place, de reconstruction familiale, et c'est l'histoire de votre famille. Tout ça pour parler de votre père, et tout ça pour parler d'un rapport aussi entre père et fils. Parce que si on va creuser l'histoire de sa famille, c'est peut-être aussi parce qu'il a des silences, peut-être aussi pour trouver sa place, pour justifier la place qu'on a quand on n'est pas d'un pays, quand on est issu de l'immigration. On verra tout ça aussi avec vous. Laurent Petit-Mangin, commençons par vous et par ce livre. D'où part ce livre et cette histoire? Je disais que ça démarre sur la disparition d'une personne et la disparition finalement de celle qui tient la famille. D'où est partie l'envie de raconter cette histoire d'hommes et de familles amputées? J'avais envie de raconter une histoire d'amour entre un père et ses fils. Une histoire qui est difficile, une histoire qui est contrariée, mais qui reste une histoire d'amour. Et j'avais aussi envie, dans le livre, d'expliquer comment, effectivement, à un moment donné, les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire comment on croit avoir la maîtrise des choses. On a ce père, en fait, qui coche toutes les bonnes cases, c'est-à-dire qui s'assure que le devenir de ces 2 grands garçons va bien se passer, donc qui semble vouloir tout faire, y compris effectivement quand son épouse va malheureusement décéder, et qui à un moment est livré à un certain désarroi, c'est-à-dire où il a le sentiment que ce qu'il a fait ne suffit pas, et que son fils, en tout cas son fils aîné, lui échappe. Mais on verra d'ailleurs aussi que presque le 2e fils aussi lui échappe d'une autre façon, mais c'est... Et en fait, ce point de départ, c'est ça aussi. C'est certes un amour important entre tous ces 3 membres de la famille, mais c'est aussi ce désarroi de se dire qu'à un moment donné, la vie va trop vite pour nous, presque. Un amour et un lien fragile. On se rend compte avec votre livre que le lien entre nous tous est extrêmement fragile, mais indestructible. Le père va jusqu'au bout être là pour ses enfants. Moi, je trouve ça extrêmement marquant dans votre livre. Il y a un long cheminement du père quand même. C'est-à-dire que, encore une fois, il va traverser, on ne peut pas révéler la fin, mais il va traverser quand même un certain nombre d'épisodes où réellement cet attachement, il va le questionner à sa façon. Cette relation, à un moment, elle est vraiment, effectivement, très, très fragilisée. Mais ça reste, c'est ce que je dis, ça reste une histoire d'amour, effectivement. Ce lien, cet amour, Arnaud Dudek, dans votre livre aussi, il est question d'un amour indestructible malgré tout, et à un moment donné, un effacement de quelque chose à cause d'un drame et d'un secret, finalement, parce que c'est l'histoire d'un secret qu'un jour on dévoile. Oui, c'est un secret qui met du temps à sortir, mais c'est une famille, là aussi assez normale, qui rien ne dépasse quelque part, avec un enfant unique, beaucoup d'amour et
oui, effectivement, cet enfant, comme vous le disiez tout à l'heure, est assez préservé du mauvais bruit du monde autour de lui. Il vit à la campagne, autour des oiseaux qui chantent. Tout se passe relativement bien, mais c'est quand même une famille, même s'il y a beaucoup d'amour, ça parle assez peu. Et la révélation du secret de ses origines, les parents ont mis 10 ans à la verbaliser. Et quand ça sort, c'est un peu maladroit sur le canapé. Il est convoqué par ses parents. Lui, il s'imagine qu'on va lui dire qu'il a une petite sœur, donc il ne se réjouit pas forcément. Mais en fait, non, ce qu'on lui dit, c'est que son père n'est pas son géniteur. Et puis voilà. Ça s'arrête pratiquement là, puisque une fois que le secret est sorti, les parents passent un peu à l'autre chose. Et quand on annonce ça, vous le décrivez très très bien, on est sur un canapé, on se dit les choses, et sur le canapé, il y a une tâche. Et au lieu de se dire frontalement, de s'expliquer les choses, on s'inquiète de savoir d'où vient cette tâche. Est-ce que c'est une tache de vin rouge? Est-ce que c'est une tache d'autre chose? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dialoguer. Il est plus facile, effectivement, de s'attacher à ce petit détail qu'à continuer de parler et à entamer une discussion. C'est une discussion ratée, quelque part. Et ce que je dis aussi, c'est que le père, après cette discussion, sort dans le jardin, sort s'aérer un peu. Le fils le regarde par la fenêtre et il ne le rejoint pas. Il imagine le rejoindre, mais il ne le rejoint pas. Et finalement, toute l'histoire, elle part de là. Peut-être que s'il s'était parlé, peut-être que si le fils était sorti, peut-être que si le père avait continuer le dialogue, une autre histoire entre eux aurait démarré. Alors on s'observe et aussi on rêve de se dire les choses. Pour rester sur le dialogue non dit, le père l'emmène faire une randonnée, il lui dit mais tu es trop gros, ou voilà, tu n'es pas aussi sportif que moi, et le fils rêve de lui dire mais de toute façon tu n'es pas vraiment mon père. Mais il ne la dira pas, cette phrase-là. Là aussi, c'est le dialogue empêché. On n'arrive pas à se dire les choses, même si ça fait mal. C'est là où la littérature commence aussi, quelque part. C'est quand elle commence à regarder de cette façon-là les histoires qu'on a au quotidien. Parce que c'est des histoires vues et revues. C'est non-dit, c'est non-dialogue dans les familles. Oui, et puis cette voix du fils, je l'ai beaucoup cherchée aussi en l'écrivant. J'avais commencé à écrire le livre à la deuxième personne du singulier. J'avais hésité entre le regard du père et le regard du fils. Et ce qui m'intéressait, c'était pas forcément d'être exhaustif. Moi, j'ai travaillé plus par fragments, des fragments de vie, et pas forcément la quête du secret en elle-même. Et l'histoire d'amour que je raconte, parce que c'est quand même, comme je vous disais, il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Elle se construit par des silences qui parfois sont néfastes, mais parfois aussi bénéfiques. Effectivement, si dans cette scène, il finit par dire « t'es pas mon père », c'est une autre rupture qui commence, c'est une autre histoire qui commence. On reviendra sur cette histoire effectivement de dons de gamètes parce que vous vous inscrivez aussi dans votre roman, même si c'est une histoire de famille, une histoire intime et autres, ça s'inscrit aussi dans les grandes questions qu'on a au niveau politique et social depuis quelques années. Mais pour revenir sur ce dialogue empêché, Laurent Petit-Mangin, sur ce quotidien qu'on vit, je parlais du canapé, mais il y a plein de scènes aussi dans votre livre, vous avez des scènes du quotidien où on va faire la vaisselle puis rentrer dans sa chambre. Il y a le père qui n'arrive parfois pas à montrer sa colère, si ce n'est des fois avec des cris, mais le fils aussi n'arrive pas non plus à dire des choses, et on va s'observer, on va finir de faire la vaisselle et on va partir dans son coin. Ce que vous dites aussi, c'est à un moment donné, peut-être qu'on va chercher ailleurs, Front National ou autre chose, qu'on n'arrive pas à trouver au sein de sa famille, et il y a toutes ces descriptions du quotidien, des gestes habituels qui peuvent sauver le dialogue ou inversement ne pas le sauver, enfin l'empêcher en tout cas. Oui, mais d'ailleurs, comme la scène qu'a écrite Arnaud là, sur le canapé, en fait, cette scène du canapé, c'est une scène de sidération finalement. Hein. On est tellement abasourdi par ce qu'on apprend que finalement, la seule échappatoire, c'est de regarder un détail et finalement, c'est ce détail qui vient le plus important parce qu'on est dans un état, de toute façon, le cerveau c'est finalement débranché. Et dans ce qu'il faut de nuit, j'ai essayé effectivement d'essayer de décrire quelle pouvait être cette sidération aussi, en fait, à un certain nombre de moments dans le roman, de se dire comment,
ces hommes, finalement, enfin, de toute façon, ça devient plus intelligible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, quoi, ils sont sur un mode de survie presque. Donc il y a effectivement des scènes très, on va dire, très ordinaires, et puis des scènes de sidération, où la vie, vraiment, on la prend de plein fouet. Écrire le silence, écrire cette sidération-là, c'est aussi comme un souffle. Comment vous est-ce qu'il y a une histoire aussi de respiration quand on écrit ça? Est-ce qu'il y a une histoire d'urgence, de souffle? Et je vous pose vraiment à vous la question, Laurent Petit-Mangin, sur le rythme de ce livre-là. Bon, je l'ai déjà exprimé, mais le roman, en fait, il s'est écrit finalement de façon assez simple et assez linéaire. C'est-à-dire que c'est un texte qui m'a pas causé trop de difficultés. L'histoire finalement a progressé d'elle-même. C'est-à-dire que les personnages qui sont dans ce livre, très rapidement, c'est eux qui ont fait cette histoire, c'est eux qui ont conduit la fin, en fait. Enfin, je veux dire, évidemment, j'ai écrit le texte, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu à se torturer pour se demander finalement quelle allait être l'issue logique de ce texte. Donc, il y a, et en plus, bon, c'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement et d'accélération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, passe à l'essentiel, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui voudront le lire, il y a effectivement, la fin est une fin, on va dire, en ellipse, c'est-à-dire qui s'accélère beaucoup, et j'ai écrit ce texte-là en me disant, bon, au pire, tu pourras toujours refaire les transitions derrière, tu pourras toujours remeubler, on va dire, avec d'autres choses, et puis honnêtement, voilà, quand j'ai terminé le texte, je me suis dit, bon, c'est pas nécessaire, en fait. On va laisser cette espèce d'accélération assez naturelle des événements, parce que c'est aussi ce que je voulais dire, c'est comment la vie s'accélère des fois et comment on court derrière, on n'en a plus le contrôle. Bon, bah, finalement, j'ai laissé ces scènes comme ça. Sans dire la fin, on sent dès le départ que de toute façon, on va aller très vite vers quelque chose qui peut être de l'ordre de la tragédie ou du drame. Arnaud Dudek, vous, ça court sur un peu plus d'années, et on sait quelque part on est peut-être en train d'être à la recherche du père d'origine, ou géniteur, en tout cas du géniteur, et certainement aussi à la recherche d'un retour au dialogue et une réconciliation, si je peux dire ce mot-là. On est sous forme de scénettes, hein, on est vraiment sous forme d'images, j'ai envie de dire. C'est des images et des moments de vie très courts à chaque chapitre que vous nous donnez à lire. Oui, et dès l'écriture, je savais que le but ne serait pas le but, mais plutôt le chemin. Ce que je voulais raconter, c'était une trajectoire de vie et bon, évidemment les retrouvailles ou pas, je laisse ceux qui ne connaissent pas le livre découvrir. C'était pas forcément le plus important pour moi, c'est-à-dire que voilà, on a un jeune homme, on a un enfant de 10 ans qui apprend quelque chose qui le bouleverse. On a ce silence qui fait que voilà, la vie et lui passent à un peu autre chose. Et il met finalement 20 ans à comprendre qu'il n'est pas, malgré l'amour, malgré la vie qu'il a construite, et puis finalement il a une belle vie et il a réussi à se trouver, il reste un peu incomplet. Et c'est cette incomplétude née du secret qui l'oblige un petit peu à chercher enfin des réponses qui ne vont pas forcément l'aider d'ailleurs, mais à chercher une réponse pour être fixé sur d'où il vient. Sans que ce soit de modes d'emploi, ce sont bien des romans, mais ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être père, qu'est-ce que c'est qu'être fils aussi. Ça pose aussi la question d'un héritage d'une certaine manière, mais même un héritage social ou politique. Hein. C'est comment on prend les pas. On suit le chemin du père. Et c'est exactement ça, Thierry Bestingel, finalement, ce que vous nous racontez. Alors, on n'est pas sur une courte période, on est sur 2 siècles,
hein, je le disais, 1791, la mort de Mozart. C'est juste pour situer, mais c'est pour situer aussi le lieu. On est à côté de Vienne avec ce Franz. Mais je trouvais tout de même, et tout ça pour remonter, pour revenir jusqu'à aujourd'hui et raconter votre filiation, votre héritage, parce que c'est ça, c'est une histoire d'héritage de personnes qui ont été obligés de se déplacer, et tout ça pour construire une Europe centrale. Et vous nommez votre livre Yougoslave, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est une histoire de construction et déconstruction aussi. C'est un drame familial, c'est aussi une construction d'un pays, mais je trouvais aussi intéressant, il y a un moment dans votre livre où la mère de ce Franz l'observe, il a bien grandi, il a un peu plus de 15 ans, il commence à être un homme, et elle se dit mais je ne vais pas pouvoir le garder à mes côtés, il m'échappe déjà. C'est aussi cette histoire-là de fils qui finalement se construisent malgré tout et sans les parents. Votre livre, Thierry Bestingel. Oui, pardon, c'est bon, ça marche. Oui, donc effectivement, c'est... la question se pose toujours, de toute façon, dans toutes les générations, de savoir quand le fils va partir ou quand il va lui-même fonder. À partir de quel moment, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est à partir de quel moment on s'aperçoit qu'une génération va en supplanter une autre. Ou comment ça se construit. À partir de quel moment ses propres enfants vont eux-mêmes être parents et on va devenir nous-mêmes, par exemple, grands-parents. Et ces questions-là, ce sont des questions qui, pour moi, sont importantes. C'est les questions de la transmission, bien sûr. Et donc, toute l'histoire de ce livre, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu une sorte de parcours de généalogie familiale, on peut dire, qui date de 1791 et qui remonte jusqu'à nos jours. Et ce livre-là, alors effectivement, il s'appelle Yougoslave, c'est l'origine de mon père. Moi, je me souviens, on se considérait toujours comme une famille de Français moyens avec mes parents, mais mon père avait un nom un peu particulier, donc qui est mon nom, Beinstengel, comme on pourrait dire ici en Lorraine. Et quand je rentrais à l'école, les instituteurs ou les professeurs me disaient toujours, ben voilà, comment ça se prononce, est-ce que je l'ai bien prononcé, d'où vient votre nom? Et j'expliquais, moi fièrement, je dis, mais mon père est yougoslave. Alors là, je voyais généralement les gens qui... Parce que la Yougoslavie, on ne sait pas trop où la situer. Et alors je répétais, alors je disais, oui, et il est de Zenica, c'est une ville à côté de Sarajevo, donc voilà, j'en profitais un peu. Et donc, en même temps, ce parcours-là, c'est la question de l'origine, de savoir d'où on vient, c'est une question qui nous taraude tous. Et l'idée de ce livre, elle est née en fait de cette volonté d'aller vraiment loin comme ça. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, je voulais pas aller plus loin dans ce livre-là, parce que, enfin, je voulais pas du moins l'entreprendre. Aussi pour ne pas brusquer la génération antérieure, c'est-à-dire mon père qui n'en parlait pas ou qui parlait très peu. Là aussi, c'est des questions de silence. D'où on vient, etc. C'est pas facile à raconter. Et moi, l'idée que je voulais dire à mon père à travers ce livre-là, c'est que mon père, ça a été une sorte de héros, ça a été notre héros personnel, si on peut dire, puisque en mai 1945, il se trouvait à Berlin. Je ne sais pas si vous imaginez Berlin en mai 1945. Son père était on ne sait où. Il était seul à 15 ans avec sa mère et ses 4 autres frères et sœurs, dont le dernier n'avait pas 1 an. Donc vous imaginez les ruses qu'il a fallu arriver à faire pour survivre dans cette époque-là, pour faire cette partie Berlin, essayer de revenir jusqu'en Yougoslavie, puis repartir en Hongrie, puis terminer en Autriche dans des camps de personnes déplacées. Cette errance-là a duré pendant 7 ans. Donc, et tout ça pour que finalement cette famille se retrouve réunie et que ma grand-mère soit fière de n'avoir perdu aucun de ses enfants, ce qui était quand même assez extraordinaire. Donc voilà, c'était ça que je voulais raconter, c'était cet hommage-là que je voulais dire à mon père, mais je n'avais pas lui dire, écoute, tu es mon héros, je vais écrire sur toi. Mais non, d'autant plus qu'on n'en avait jamais parlé. Quand on parle, on parlait justement du quotidien. On parle du quotidien quand on se voit. On parle des enfants qui grandissent, du dernier qui vient de rentrer à l'école, etc. Mais on parle de rien d'autre.
On parle pas de ça. J'allais pas lui dire, mais au fait, où tu te trouvais à Berlin en 45. En revanche, de temps en temps, j'avais comme ça des phrases qui venaient. Un jour, je lui parle d'Albert Speer, qui a été ministre de la guerre d'Hitler, et mon père disait oui, oui, oui. Je dis, mais attends, tu connais Albert Speer? Puis là, il m'a dit, oh ben, tu sais, j'étais un peu vers Berlin par là-bas. Ah bon, très bien. Voilà, et j'en apprenais comme ça au fur et à mesure, donc c'était assez complexe et assez compliqué. Alors je vais te poser cette question, même si j'enfonce un peu une porte ouverte, mais tout de même, vous êtes 3 écrivains, hommes. Il est question quand même d'hommes dans vos livres, et très souvent dans beaucoup de familles, et d'ailleurs beaucoup de familles aussi d'immigrés. Je pense aussi, l'homme est rarement celui qui parle. On a quand même aussi l'image de la femme qui véhicule l'histoire, qui raconte, qui parle, qui fait le lien entre les pères et les enfants, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est aussi ça, la littérature? C'est trouver les mots des hommes qui n'arrivent pas à parler? Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, il y a cette question des pères ou fils que vous êtes? Est-ce qu'il y a eu... Vous, on l'entend, vous le dites, votre père qui ne parlait pas, je vous la pose à tous les 3, cette question-là. Hein. Alors effectivement, quand on entreprend un roman sur sa propre généalogie, eh bien la généalogie, elle est construite de telle façon à ce que ce soit les pères qui sont toujours, voilà, on est le fils du, etc., on porte le nom de son père, etc. Mais dans l'élaboration de ce livre-là, je me suis aperçu qu'en fait, la véritable personne à qui j'avais envie de parler, c'était pas mon grand-père, qui lui s'était retrouvé un petit peu ballotté par l'histoire entre Berlin, Oderberg, etc. Mais c'était ma grand-mère, c'est la seule qui soit restée finalement. Et moi c'était vraiment... Après je me suis dit, mais oui, en fait c'est l'histoire aussi, et c'est surtout l'histoire de ma grand-mère. Et généralement ce sont toujours les femmes qui sauvent les familles, qui font le lien, qui arrivent à maintenir l'ensemble de ces histoires-là, de ces histoires familiales. Laurent Petit-Mangin, le cœur des hommes, c'est aussi ça, c'est un peu ouvrir le cœur des hommes et ce qu'on ne dit pas. Oui, il y avait c'est un roman qui n'est pas autobiographique, hein, donc, mais pour autant, j'avais envie d'explorer le dialogue entre un père et son fils, enfin et ses fils, et notamment surtout le non-dialogue, c'est-à-dire le silence. Mais pas le silence qui est un silence, je dirais un silence méchant ou de frustration, un silence voilà, tout simple en fait. Et, on ne se parle pas à table, on ne se parle pas dans ces moments-là. Voilà, et sur lequel il n'y a pas d'affect en fait. C'est pas, hein, encore une fois, on n'est pas forcément fâché ni quoi que ce soit. Au contraire, voilà, ça va bien, mais on ne se parle pas. Et ça, effectivement, j'avais envie de l'explorer un petit peu dans le livre. Arnaud Dutec, pareil, hein, de toute façon, oui, et puis les figures fortes, souvent dans les livres, en fait, je crois, ce sont les femmes. Là, le dialogue, il est permis par la mère, c'est elle qui prend la parole au moment de la révélation du secret, c'est elle qui porte aussi un certain nombre de choses dans le livre. Et l'autre figure forte dans mon roman, c'est encore une femme, c'est cette amie du narrateur qui compte beaucoup dans sa construction aussi, qui trouve les mots. C'est la première personne à qui il révèle le secret de ses origines. Donc c'est une femme, et c'est elle qui verbalise un certain nombre de choses pour lui. Laurent Petit-Mangin, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va aussi pouvoir mettre des mots et dialoguer avec le père. Et vous avez tous les deux, alors c'est vrai qu'il y a vraiment des ponts, mais tous les deux fait intervenir quelqu'un hors de la cellule familiale pour faire parler et pour trouver des mots. Oui, c'était peut-être un moyen effectivement de déverrouiller la situation. Bon, c'est vrai que dans Ce qu'il faut de nuit, il y a deux rôles féminins qui sont très peu présents, mais qui ont peut-être la partie la plus importante, en tout cas dans le dénouement de cette histoire. C'est le rôle de la mère qui décède prématurément, et ça va être aussi le rôle de la petite amie. Elles sont toutes les deux les causes des drames. Bon, alors c'est vrai qu'elles ne
elles sont peu décrites, on va dire, mais pour autant, elles ont un rôle éminent dans la construction de l'histoire. Et il y a un homme aussi, il y a un jeune homme qui va être important aussi. Oui, qui sera un peu le modèle, qui est pour le coup le jeune garçon qui fonctionne bien, quoi, en fait. Alors qui serait le fils rêvé, c'est ça? On se dit à un moment donné, est-ce que finalement, c'est ça, c'est le fils... En tout cas, c'est le fils, on va dire, si je reprends l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, qui coche aussi toutes les cases, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est le fils qui est dans la lignée politique du père, donc qui continue lui le combat, qui arrive d'ailleurs à trouver d'autres mots pour parler pour parler de ce combat politique, et qui en même temps effectivement réussit à plutôt bien ses études, qui a de l'ambition, qui a de la volonté. Donc effectivement, il coche les cases qui vont bien. Ouais. Arnaud Dudek, il y a aussi l'autre père qui coche toutes les cases finalement, parce que cette histoire-là, c'est le fantasme de l'autre père qui sera peut-être, finalement, on va peut-être trouver plus de ressemblance à ce fameux géniteur, mais tout ça, c'est un fantasme. Oui, pendant une bonne partie de sa vie, ce narrateur ne voit que les différences avec son père, avec le père qu'il a élevé, et fantasme un peu, alors, positivement ou négativement, ça dépend des périodes de sa vie, son géniteur. Et soit il se trouve beaucoup de points communs, soit au contraire il en fait une figure absolument horrible ou pathétique et qu'il n'a pas envie de rencontrer. Donc, voilà, c'est attraction-répulsion pendant un certain nombre d'années. Et finalement, quand les choses avancent, il ne peut que rêver. Voilà, lui, il est plutôt dans la tête dans les livres, alors que son père, c'est quelqu'un plutôt dans le concret, qui ne comprend pas d'ailleurs à quoi sert la littérature. Pour lui, avoir un métier, c'est travailler avec ses mains. Et forcément, il s'imagine que son vrai père est plutôt dans les arts. Il se trouve que voilà, l'histoire avançant, il en sait plus, mais plus il en découvre, et plus finalement il se rend compte aussi des points communs qu'il a avec son père non biologique. Et c'est ça qui est, que ce soit dans les expressions, dans une certaine façon d'aborder la vie, voilà, il se rend compte que finalement ils ne sont pas si différents. Ils ne sont pas si différents. Il faut passer par beaucoup de douleurs, de réflexions, par la mort aussi, de quelqu'un de très proche, pour se rendre compte de ce genre de choses. Thierry Bestingel, vous, il n'y a pas, comme on est sur 2 siècles et sur une épopée familiale, aussi dans l'histoire avec un grand H, parce que c'est aussi ça que vous racontez. Et vous mettez vos pas et vous racontez l'histoire de votre famille aussi à travers d'autres grandes figures de la littérature. Et vous citez à un moment donné Victor Hugo qui parle des Misérables. Quand il parle des Misérables, il dit « Ce livre, c'est l'histoire mêlée au drame, c'est le siècle, c'est un vaste miroir reflétant le genre humain, pris sur le fait à un jour donné de sa vie immense. » On pourrait faire le même résumé de votre livre, Yougoslave, finalement. C'est l'histoire aussi d'un drame et d'un siècle. Oui, alors pour moi, ce qui me... Parce que raconter une histoire autobiographique, moi, à la limite, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer comment nous, on s'intègre dans le décor, finalement. Et le décor, pour moi, qui suis quand même un peu passionné de littérature, c'est aussi le décor des livres. Donc forcément, pour moi, les grandes sagas comme Les Misérables de Hugo ou alors La guerre et la paix de Tolstoï sont assez fantastiques et se rejoignent d'ailleurs. J'ai placé en tête de mon livre une phrase de Tolstoï qui dit, je m'en souviens plus vraiment, ça commence bien. L'histoire ressemble à un sourd qui répondrait à des questions que personne ne lui pose. Voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est pourquoi voilà, l'histoire ressemble à un sourd qui répondrait à des questions que personne ne lui pose. C'est exactement ça, quoi. Et nous, comment on s'intègre dedans, dans cette histoire-là, et comment elle nous a bousculés. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter cette histoire-là. Quelqu'un que je connaissais absolument pas, je connais juste son nom, son prénom, sa date de naissance dans un village d'Autriche, et puis je connais sa date de mort du côté du Danube. Donc derrière, j'ai reconstitué évidemment son passé de colon, pourquoi ils ont émigré, etc. Je me suis beaucoup renseigné sur cette histoire-là. Et en même temps, après, ce sont d'autres histoires aussi.
en 1878-1880, l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie. À ce moment-là, une partie de ma famille va s'engager dans cette Bosnie qui est toute neuve. Et là encore, c'est aussi des aléas de l'histoire, jusqu'à évidemment la guerre mondiale qui arrive et où elle éclate tout le monde un peu partout, quoi. Oui, puis on est au cœur du changement du monde, de la société. On est après les guerres, c'est aussi toute une époque qui change. Votre livre raconte ça, comment les grands changements se sont inscrits dans l'histoire aussi et comment ils ont influencé l'histoire des familles. J'aimerais qu'on parle aussi de la géographie de vos 3 livres. Bien évidemment, avec vous, Thierry Bestingel, c'est une évidence que la géographie a sa part essentiel, et on est aussi du lieu où on vit, où on se construit à partir des lieux où on nous, et là j'allais dire où on nous place, parce que c'est ça aussi le début de votre famille, on place des gens, on les installe dans des villages qui sont extrêmement éloignés des lieux où ils ont grandi au départ, et on s'inscrit dans une géographie. Là pour le coup on est vraiment entre des montagnes et la rivière, c'est là où il s'inscrit Frantz, hein, les montagnes, la rivière, le Danube, donc le Danube avec toute l'image du fleuve qui va... et vous avez des descriptions des paysages. Très souvent, elle est importante, la géographie, dans votre livre. Oui, elle est importante, parce qu'on s'intègre aussi dans le décor. J'ai l'impression que, évidemment, le décor, le Danube, ou tout ça, ça façonne les gens. Bon, voilà, mon père avait les yeux assez verts, pour moi, il avait les yeux couleur Danube. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Je ne veux pas dire moi, ce serait plutôt couleur de la Marne, mais bon, c'est... voilà, donc je pense qu'on est fortement intégré dans ce décor-là, dans cette géographie qui est globale. Alors pour moi, effectivement, c'est toute la Mitteleuropa, elle revient jusqu'ici. Mais mon père, quand il est arrivé en France, je ne l'ai jamais considéré comme faisant partie, voilà, habitant à Langres, travaillant là-bas, donc faisant... partie véritablement de cette vie-là. C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile d'essayer d'imaginer les rapports qu'on a ou qu'on a pu avoir avec des histoires qui sont très étendues comme ça. Le français que parlait mon père, c'était jamais que finalement la 3e langue qu'il avait appris. Il connaissait le serbo-croate, il avait passé... il connaissait évidemment l'allemand, et puis il avait passé d'ailleurs son brevet en Allemagne avec la mention sehr gut, il en était très fier. Et puis, mais le français, il l'avait appris sur le tas, et voilà quoi. De même que mes grands-parents. C'est qu'on porte le déracinement jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le déracinement est en nous, du mal à se sentir chez soi, malgré tout. Oui, en même temps, ce déracinement, c'est aussi une histoire du langage. Parce que pour moi, c'était très important de se dire, voilà, pourquoi j'écris, moi, c'est aussi parce que, à un moment donné, il y a toutes ces langues qui se sont mélangées et qui ont fini par forger une sorte d'espace commun. Moi, ce qui me fascinait quand j'allais voir mes grands-parents, c'était une conversation qui commençait en français par égard pour les belles-sœurs. Et puis, quand mes grands-parents, qui étaient quand même un peu faibles en français, ne comprenaient plus, bah, ça continuait en allemand, avec l'ensemble des enfants qui l'avaient évidemment parlé. Et puis quand ils se comprenaient vraiment plus, ça se poursuivait en serbo-croate avec les plus anciens des enfants. Et moi j'étais là, mais je trouvais ça fascinant, j'étais émerveillé en quelque sorte. Et cet émerveillement du langage, c'est probablement aussi ce qui m'a incité à écrire, et notamment à écrire et à placer toujours le langage au premier plan. Sur la géographie, Laurent Petit-Mangin, les décors, les lumières sont importantes parce qu'il est question de ces hommes, de ces femmes, mais c'est inscrit dans un décor que vous décrivez, des lumières que vous décrivez aussi, et on est, comme je le disais, dans un lieu ici, pas loin, dans le Grand Est. Oui, on est en Lorraine. Alors d'ailleurs, écrire sur sa région, bon, c'est toujours une difficulté, hein, c'est pas simple. C'est-à-dire que bon, c'est une région que j'aime beaucoup. Donc c'est difficile d'écrire sur sa région parce que bon, on a toujours peur de ne pas lui être fidèle. En fait, j'avais envie de raconter une région à la fois simple. Je pense que
il fallait que ça soit simple, qu'il y ait des lieux très abordables. Et en même temps, j'avais envie de dire toutes les contradictions, tous les doutes, tout ce qui peut traverser en fait cette région. En fait. Donc il y avait à la fois cette volonté d'être très sage et simple sur la description de certains lieux, et notamment la première scène, hein, ce terrain de foot. Bon, bah, c'est un terrain de foot réellement comme on peut tous les connaître dans nos villages. Bon, un beau terrain, mais un terrain d'amateurs. Et puis, en même temps, arriver à décrire un peu plus loin tous les doutes qui vont traverser cette région. C'est-à-dire, c'est une région qui est immensément accueillante, et puis en même temps, des fois, qui se replie sur elle-même. C'est une région très très dynamique et qui pour autant connaît chaque année des fermetures d'usines, etc. Donc c'est l'ensemble en fait de ces contradictions qui traversent cette région, encore une fois que j'aime beaucoup, que j'avais aussi envie de dire. Arnaud Dudek, je disais au départ, Nicolas grandit dans un village préservé de la ville, des nuisances de la ville, etc. La vue sur la forêt, c'est Bambi hein, quand on regarde par la fenêtre. Absolument. Sur les murs de la chambre, il y a Bambi aussi. Mais c'est pas anodin de le dire comme ça. C'est pas anodin que dès le départ, il y ait cette description, même si c'est furtif, hein, c'est pas des grandes pages de description, mais c'est là, par bribes. Ça prend sa place dans l'histoire et dans le roman. Ça prend une place importante finalement dans l'histoire. Effectivement, le couple des parents du narrateur avait besoin de se trouver un cocon, une vie à eux, pour des tas de raisons. La famille du côté du père qui a élevé le narrateur était un petit peu compliquée. Là, c'est plutôt côté Roumanie. Une histoire pas simple. Ils ont tous les deux voulu, une fois qu'ils sont mariés, construire une famille parfaite, c'est-à-dire un enfant, 7, une belle maison, un beau terrain, et ils ont choisi un petit peu de s'isoler et de se protéger. Et est venue après la difficulté d'avoir un enfant. Parce que voilà, on rêve d'une famille parfaite et puis maman, il y a un grain de sable. La famille qui coche toutes les cases, hein, c'est ça. Là, il y a une case qui n'est pas cochée du tout, c'est que effectivement, il n'arrive pas à avoir un enfant. Et il y a ce contraste entre la quiétude de la campagne et la vie trépidante, entourée de médecins qu'ils découvrent à partir du moment où ils ont le feu vert et on leur dit qu'effectivement ils peuvent aller tenter leur chance auprès de la biologie et d'espérer qu'une cigogne vienne déposer un enfant devant leur porte. Et voilà, cette alternance entre la vie médicale, que je décris assez peu parce que je voulais pas en faire des tonnes, et la quiétude du cocon à la campagne me semblait assez intéressante. Et puis après, voilà, cet enfant qui est élevé dans la quiétude et dans l'absence de bruit violent et qui, badaboum, voit un volcan exploser un jour, c'était assez intéressant à traiter. Pour rester sur la géographie, sans qu'il y ait de jugement, et d'ailleurs chez aucun de vous trois, la littérature, l'écrivain n'est pas là pour juger ou pour donner, et bien au contraire, tout de même, votre personnage, Nicolas, va à un moment donné, quand il apprend ce secret, et quand il va grandir et se déplacer lui-même, aller faire ses études et travailler ailleurs, va poser un regard sur cette famille, sur cette géographie, sur ce lieu, presque de jugement. Là, pour le coup, lui juge de façon extrêmement sévère cette famille normale qui coche toutes les cases. Extrêmement sévère, je dirais, j'irai pas jusque-là. À un moment donné, en tout cas, il faut passer par ça. Voilà, effectivement, à un moment, il passe par le rejet. Voilà. C'est classique dans une construction de personnalité où à un moment, voilà, on fait sa crise d'adolescence, appelons ça comme ça. Et effectivement, il a le rejet, mais il a le rejet de tout ce qui est autour de son père, c'est-à-dire que le dialogue n'étant pas facile, il s'estime, voilà, comme beaucoup d'adolescents, complètement incompris, et tout ce qu'il représente le père, que ce soit le lieu où il travaille, qu'il avait découvert avec beaucoup d'innocence quand il était petit, ben maintenant c'est le rejet, le milieu familial, voilà, il veut absolument plus aller à la campagne, il veut se construire à la ville, et petit à petit, il y revient.
il comprend un certain nombre de choses, mais il faut qu'il passe par là, effectivement, il faut qu'il passe par un rejet assez brutal pour pouvoir après rebondir et comprendre. Un espèce de rejet de modèle familial, effectivement, on trouve ça aussi. Pour finir, vous vous inscrivez tous les deux dans des histoires qui ne sont pas personnelles, vous le disiez, c'est complètement imaginé. Vous, est-ce que quelque part vous vous êtes dit, après toutes les discussions autour des politiques, les discussions sociales et politiques, est-ce qu'il y a eu envie de mettre de l'humain dans ces histoires-là? C'est ça le postulat de départ ou pas du tout? Complètement. Que ce soit par des histoires de gens proches qui, à un certain âge de la vie, veulent avoir des enfants, n'y arrivent pas, que ce soit les lois bioéthiques, les échanges assez importants ces derniers mois sur l'anonymat des donneurs de sperme. Il y avait cette volonté, c'est pas que pour ce livre, hein, pour les précédents aussi d'ailleurs, d'inscrire cette histoire dans une certaine réalité sociale, de la mettre en perspective. Alors c'est pas du tout un roman militant, c'était pas l'objet, mais moi ça me questionne. Ça rajoute une couche en fait à qu'est-ce qu'être père en 2020. C'est cette question-là aussi du fait qu'on a de plus en plus recours à la biologie pour devenir parent, et ça re-questionne, ça réinterroge le lien de paternité ou de maternité, et c'est aussi, alors c'est pas une réponse, hein, moi je ne pose que des questions, mais c'est cette question-là, est-ce que malgré tout l'amour qu'on peut nous apporter, est-ce qu'on se sent pas quand même un petit peu incomplet quand il y a encore du secret, et est-ce que finalement la fin de l'anonymat, don de sperme par exemple, ce serait qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut bouleverser? Je vais vous demander à tous les trois de lire un petit extrait pour entendre un peu, puis après je vous donnerai la parole s'il y a des questions. J'ai choisi une page, mais c'est peut-être pas ce qui vous lisez ce que vous voulez. Non, mais choisissez ce que vous voulez. Je fais même des petits quand je parlais de colère et d'impossibilité de parler, je vous laisse regarder un peu, mais vous pouvez changer de page. Thierry Bestingel, peut-être le dire tout de même, parce que ce livre est l'histoire de votre famille, de votre père, une histoire d'immigration, mais est-ce qu'on peut le dire que vous avez fait quand vous avez fini le livre? Ah oui, c'est en fait... ce livre-là, pendant très longtemps, j'ai jamais voulu le faire parce que j'avais une peur irrationnelle, complètement irrationnelle, que dater la disparition de mon père. Et puis après, mon père, il allait avoir 90 ans, il était déjà un peu malade, et en fait, le lendemain, je lui ai apporté ce livre qui venait d'être fabriqué. Il venait de tomber, et le lendemain, il est décédé. Donc, comme quoi, c'est... Voilà, enfin bon, c'est... ça s'est passé il y a 3 mois de ça, et au moment où j'ai apporté ce livre, voilà, je lui ai lu quelques extraits. Il m'a longuement serré la main, il était heureux de le voir. On l'avait construit tous les deux pendant 2 ans, et il avait assisté à l'élaboration des chapitres, etc., etc. Et puis voilà, mais enfin bon, j'ai changé d'avis en fait. Je pense pas que... Je trouve que quand on est auteur, on donne un pouvoir peut-être un peu extravagant à la littérature en se disant « Ah oui, il a un pouvoir de vie et de mort, et si on écrit sur ses proches, eh ben, on va hâter leur disparition. » Et moi, je renverse ce pouvoir-là. Je préfère dire peut-être que j'ai peut-être prolongé un peu sa vie en attendant que le livre soit terminé. Mais enfin, moi, ce que je retiens, c'est les échanges formidables qu'on a pu avoir tous les deux, et puis le fait que... Alors symboliquement, ça a été une sorte de transmission, certes brutale, mais bon, voilà, d'une génération à une autre, quoi. Ça vous va, ce que j'ai choisi? Ah, c'est un passage assez dur, mais allons-y. Allons-y. Une fois encore, je n'avais rien su faire d'autre que de gueuler. J'avais la rage, mais les coups n'étaient pas venus, à blanc, comme dans un cauchemar. 20 fois, j'avais vu la tête de Fousse, son cou, sa grosse pomme d'Adam qui ne cessait de trembloter. 20 fois, j'avais eu envie de l'empoigner. Je voyais ce qu'il fallait faire, là où poser mes mains. Prendre les 2 côtés du t-shirt, les ramener d'un coup sec à en faire craquer le col. Me servir de l'étoffe pour mieux le suffoquer. En même temps, lui remonter mon genou dans les couilles pour l'immobiliser contre le mur. Tout ça, c'était possible. Tout ça, je savais le faire, et je l'avais déjà fait sur d'autres. Mais rien n'était venu. Rien n'était descendu au bras. Toute cette rage m'était restée dans la tête, m'avait traversé la gorge, m'avait chauffé les poumons. Mais elle n'était allée nulle part ailleurs. Au contraire, j'avais les jambes cotonneuses et les bras totalement inutiles et interdits. Alors j'avais hurlé, tant et plus.
ça, j'arrivais encore à le faire. Merci beaucoup, Laurent Petit-Mangin. Après, je vous laisserai la parole. Arnaud Dudek. Ça vous va? C'est parfait. En grandissant, je prends l'habitude de vivre à côté de mon père sans en ressentir pleinement la présence. Comme si ses contours avaient été floutés pour qu'ils se fondent dans le décor, comme s'il était devenu presque invisible. Une sorte de décalcomanie, à la Magritte, une silhouette à travers laquelle on voit tout, mais qui n'est rien. Afin de réduire son taux de cholestérol, il a commencé un régime sous la menace de l'index boudiné de son médecin traitant. Un petit homme adipeux, adepte des plats en sauce, qui n'applique aucun de ses propres conseils. Le visage de mon père s'est encore acéré. Il rentre de plus en plus tard, son travail le mine. Une vague grise emporte son regard les rares fois où il parle. Une sorte de fantôme, oui, qui ne parle pas ma langue et que je ne cherche pas à comprendre quand parfois il apparaît. Je n'ai absolument rien à lui reprocher concrètement. Il n'est pas violent, ni psychologiquement, ni physiquement. Ne brûle pas mes avant-bras avec la flamme d'un briquet, ne me traite pas comme le dernier des abrutis. Il est toujours près de moi, sans vraiment être là. Quand il annonce à la cantonade en tenue de cycliste qu'il va pédaler en forêt, c'est à peine si j'entends sa voix. Quand il part travailler, c'est à peine si je sens sur la joue le poids de son baiser. Est-ce qu'il s'isole ? Est-ce moi qui l'isole ? Comment en est-on arrivé là ? La fin du secret ? Le silence qui a suivi? Comment ça commence, la transparence? Qui a utilisé la gomme? Qui l'a estompée? Est-ce que vous voulez, Thierry Bestangel? Je l'ai choisi très loin, on est un siècle éloigné. Voilà, donc là on est aux alentours de 1830. Donc ailleurs, la vie quotidienne subissait à la fois la même constance, mais en même temps de profonds changements s'opéraient au cœur de toutes les sociétés civilisées, de telle sorte que le monde ancien s'en trouvait bouleversé jusqu'aux plus petits villages. En France, la Restauration, qui avait espéré un temps le retour à des valeurs monarchiques incontestées, avait dû rapidement comprendre que rien désormais ne pourrait être comme avant. L'Église et l'aristocratie avaient été démantelées pendant la Révolution et les titres nobiliaires obtenus hâtivement pendant l'Empire effacés à la défaite de Napoléon, tandis que la plupart des bénéficiaires étaient envoyés en exil. Alors que Franz et Anna Maria préparaient leur mariage, une seconde révolution eut lieu là-bas. 3 jours glorieux suffirent à renverser le roi Charles X. La royauté fut toutefois sauvée en plaçant Louis-Philippe à la tête de cette monarchie de Juillet. Pour cette raison, les alliés de la Sainte Alliance, dont l'Autriche, reconnurent le gouvernement. Si loin de Paris, à Palanca, ces nouvelles, pour peu qu'on en eût connaissance, ne constituaient qu'une anecdote politique. Une de plus, pensait Franz, qui avait traversé les aléas de l'histoire. La France, encore une fois, jouait le rôle de trublion. Il avait eu 12 ans au moment de la prise de la Bastille en 1789, mais 20 au moment où Bonaparte gagnait ses premières victoires, 40 lorsque la paix était revenue en Europe. On approche l'histoire de France, vous nous la racontez un peu et vous montrez aussi comment ça peut être très éloigné de nos propres vies et de nos vies intimes aussi, toute cette grande histoire. Oui, alors ce qui me paraissait intéressant, c'est quand on se place dans un autre pays, là au bord du Danube, c'est-à-dire dans l'Empire austro-hongrois, et qu'on essaie de regarder avec ce regard-là notre propre histoire de France, c'est assez étonnant. Il y a des mélanges comme ça, par exemple, qui sont... essayer d'imaginer la guerre de 39-45 vue de la France, c'est la France contre les Allemands, et c'est 500 000 morts. Vu de la Yougoslavie, c'est 1,5 million morts, et puis la France, c'était une anecdote dedans, parce que c'était une guerre civile effroyable entre les Oustachis, les partisans, et puis d'autres encore, quoi. Une anecdote. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il y a beaucoup de choses. Il y a 3 univers différents, 3 écrivains différents aussi. Il y a un premier roman, Laurent Petit-Mangin. Il y a un 7e roman et 14e roman. Voilà. Avec, comme je le disais, des époques et des... N'hésitez pas. On a quelques minutes s'il y a des remarques ou des questions. Et je crois qu'il y a un micro qui est
dans la salle. Comment on s'inscrit, Laurent Petit-Mangin? Comme ça, je vous laisse réfléchir, n'hésitez pas à lever la main. Dans cette rentrée littéraire, tout le monde vous la pose, j'imagine, mais quand on écrit un premier roman, on vit comment cette rentrée littéraire? Il y a déjà, ce qui est intéressant, l'attente avant le jour de lancement du livre. Bon, c'est ça qui est sympathique d'ailleurs quand on écrit un roman, c'est qu'on découvre finalement une vie totalement cachée, totalement inconnue, qui est la fabrication d'un livre et la promotion d'un livre. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais évidemment pas et qui est passionnant en fait. C'est-à-dire, et après, bon, on vit la rentrée avec beaucoup d'émotions parce que bon, vraiment le premier jour où le livre il est sur les rayons des libraires, bon, c'est quand même un élément fort, je trouve. Bon, alors après, les éléments peuvent s'enchaîner plutôt bien. Vous avez des retours de presse, des choses comme ça, donc ça ajoute au bonheur. Mais je veux dire, le premier bonheur, c'est de voir le livre quand même sur les rayons des libraires. Arnaud Dudek, 7e roman, vous êtes chez vous, là, vous êtes retour à la maison aussi. Comment on vit un salon du livre chez soi? Oui, jouer à domicile, pour reprendre la métaphore footballistique et, par rapport à la première page du livre de Laurent Petit-Mangin. Oui, c'est toujours agréable de revenir dans un endroit qui m'a fait fantasmer quand j'étais gamin, le livre sur la place. Voilà, c'est des souvenirs, moi tremblant avec un livre vers un auteur quand j'avais 7-8 ans, des souvenirs de balade le dimanche matin avec mes parents. C'est toujours assez émouvant de se dire qu'on est de l'autre côté du miroir. Oui, parce alors effectivement, ce ne sont pas des livres autobiographiques, mais on y met toujours beaucoup de soi et de son expérience et de ce qu'on... Nicolas qui rêve d'être Agatha Christie au masculin, je pense qu'on peut dire que c'est Arnaud. Il ne faut pas chercher bien loin, effectivement. Il ne faut pas chercher bien loin non plus. Thierry Bestingel, quand on fait un livre comme celui-ci, si personnel, qui remonte vraiment l'histoire familiale, et qu'on n'est pas loin de chez soi non plus, parce que l'Ancre, c'est pas loin, c'est le Grand Est. On se sent comment, cette rentrée Moi, je me sens parfaitement bien. Bon, je me sens apaisé, on pourrait dire. Voilà, ce livre-là, j'en avais envie depuis longtemps. Il arrive à un moment où... Voilà, un moment qui est ce qui est, mais qui est pour moi important. Et donc voilà. J'avais l'impression que si je n'avais pas entrepris ce livre-là, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu comme l'impression que je ne pourrais pas continuer à écrire. C'est étrange. Pourtant, j'écris des romans, d'autres romans qui ne sont absolument pas du tout autobiographiques ou quoi que ce soit. Mais j'avais l'impression que si je voulais continuer à pouvoir écrire des romans, et j'insiste sur le mot roman parce que pour moi, c'est d'abord un roman, c'est pas une autobiographie. D'ailleurs, quand à un moment donné je rentre en scène, puisqu'il faut bien que j'arrive au monde, je me pose cette question, je me dis mais tous les souvenirs que j'ai, est-ce que je les ai pas en quelque sorte bonifiés? Est-ce que j'ai pas joué moi-même au romancier avec mes propres souvenirs? Oui, et un roman, et même autobiographique, répond aussi à des questions universelles et chaque lecteur y fait sa propre histoire aussi. Merci beaucoup, Yougoslav, Thierry Bestingel. Merci. Moi, je le dis comme ça vous va, je le dis pas à la... C'est parfait. Voilà. Aux éditions Fayard, on fait parfois des vagues, Arnaud Dudek, aux éditions Anne Carrière. Et pour vous, Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, aux éditions La Manufacture du livre. Les livres sont quelque part en haut, je crois, quand on remonte. Et vous y serez aussi, je pense, pour dédicacer. Je pense que tout est organisé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.